Depuis que je travaille dans la cybersécurité et que j'ai lancé ce podcast, j'ai découvert une communauté incroyable. Comme dans beaucoup d'écosystèmes, le monde de la cyber est un petit univers où tout le monde se connaît, se croise et échange. J'ai eu la chance d'y rencontrer des personnes inspirantes, certaines sont même devenues de précieux soutiens et j'y ai trouvé aussi parfois des amis. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter 3 femmes qui ont marqué mon parcours et qui, chacune à leur manière, façonnent le paysage de la cybersécurité. J'ai le plaisir d'accueillir pour cet épisode Diane Rambaldini, Iman Daou et Chloé Viltier. Bonjour à toutes les 3, merci d'avoir accepté cette invitation un peu particulière puisque nous ne sommes pas en studio pour cet épisode. J'ai voulu une ambiance plus conviviale pour sortir du cadre. Nous sommes installés à La Loge, un espace cosy du restaurant Derrière à Paris autour d'un café. Chers auditeurs, je vous invite à faire de même. Servez-vous un café, installez-vous confortablement et partagez avec nous cette pause pour découvrir les coulisses de ces métiers et les parcours aussi variés qu'inspirants de nos 3 invités. Bienvenue dans ce talk show 100% féminin du monde de la cyber. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Diane, bonjour Iman, bonjour Chloé. Comment allez-vous ce matin ? Bonjour Leslie. Bonjour Leslie. Bonjour Leslie. Bonjour à toutes. Bonjour les filles. Est-ce que vous vous connaissiez déjà avant que je vous propose de vous réunir pour cet épisode ce matin ? Pas toutes, je crois. On s'était croisés déjà, rencontrés avec Iman. Absolument, Chloé. Mais Diane, c'est une rencontre. Voilà, c'est une rencontre aussi avec Iman. Bon, je les avais vus, notamment à un événement Microsoft, mais effectivement, on n'avait jamais vraiment échangé, donc c'est une première. Et c'est un plaisir, hâte de vous rencontrer et d'apprendre à vous connaître davantage. Donc on va se découvrir et se redécouvrir ce matin. Oui, c'est rigolo parce que je sais que vous étiez toutes les 3, on était toutes les 4 par exemple à la soirée de remise de trophées du CEF6. Mais voilà, on se croise à des événements mais on ne se connaît pas forcément. Donc, on se voit aussi dans les réseaux, sur différentes occasions et là on va avoir l'occasion de se rencontrer, de se découvrir un peu plus précisément. Mais je suis ravie en tout cas de vous avoir au micro aujourd'hui. Merci encore à toutes les 3. Si ça vous va, on peut faire un petit format tour de table. Je propose de commencer par toi, Diane. Tu es déjà passée dans le podcast, donc tu connais l'exercice sous un autre format, certes. Donc, bienvenue dans le talk show. Alors, c'est vrai qu'on se croise beaucoup avec Diane depuis plusieurs années maintenant. Je me souviens du jour où tu m'avais envoyé ta chronique sur les femmes à la place des hommes dans une entreprise. Je crois que ça a été un de nos premiers échanges sur LinkedIn, comme quoi LinkedIn crée beaucoup de liens, aussi de vrais liens, pas seulement virtuels. Est-ce que tu peux revenir sur cette chronique pour commencer, si ça te dit ? Alors presque, parce qu'en fait, on s'était déjà rencontrés à l'événement Microsoft Cyberwoman, où je t'avais entendu faire un super discours que j'avais trouvé très, très inspirant, et je crois d'ailleurs qu'on va peut-être en reparler. C'est marrant d'oublier la chronologie. Voilà, mais c'est pour ça que je t'avais envoyé d'ailleurs ma chronique que je venais de rédiger, donc qui s'appelle Quand les hommes désertent la cybersécurité. C'est une chronique que j'avais fait pour Aliancy, puisque je suis chroniqueuse pour ce magazine. Et l'idée, en fait, c'était de traiter un peu du sujet des femmes dans la cyber, mais de façon totalement décalée. Et surtout, je me suis énormément amusée à faire cette chronique, parce que l'idée, c'était d'utiliser ce que font les psychologues pour la gestion des conflits, donc faire un effet miroir et imaginer un monde parallèle dans lequel il n'y avait plus d'hommes dans la cyber, que des femmes. Et on se retrouve effectivement en pleine gestion de crise dans un cabinet de conseil où la boss, avec toute son équipe, sont en train de se demander comment elles vont recruter des hommes dans la cyber. Voilà. Excellent, moi j'ai envie de la lire ta chronique. Je te l'enverrai. En tout cas, c'était chouette, une chouette approche sur LinkedIn. Et puis plus tard, on s'est croisés aussi au FIC, au forum InCyber, aujourd'hui, le salon sur la cybersécurité à Lille. Donc tu avais un stand pour ton association, ISA France. Est-ce que tu peux revenir sur l'histoire de la création de cette association ? Quel a été ton parcours pour en arriver là ? Et je l'aurai toujours d'ailleurs, ce stand. Rendez-vous du 1er au 3 avril 2025. Exactement, rendez-vous au Forum InCyber, qui est toujours un événement super. Et maintenant ça fait 15 ans qu'on a créé cette association, donc l'ISA France Security Tuesday. Avec une obsession, on était quatre trentenaires obsédés par une chose. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, mais c'était vraiment rendre accessible la cybersécurité au plus grand nombre. Et puis surtout la sortir un peu
du seul CAC 40, essayer aussi d'amener d'autres professionnels à s'intéresser à ce sujet. Donc c'était un format plutôt sympa, voilà, un peu comme ça d'ailleurs, hein, dans un bar parisien, en petit comité où on invitait quelqu'un. Et puis les années sont passées et on a eu envie, je crois que ça a été vraiment un sentiment fort d'être très concret. Et puis il faut pas oublier que on a tous maintenant un iPhone dans la main, que cet iPhone, eh bien, il a abouti à d'autres menaces, et surtout pour le grand public. Et moi, j'ai eu une obsession, c'était comment faire en sorte de rendre cette cybersécurité accessible vraiment aux jeunes. Et voilà, on a pivoté comme ça sur ces activités-là. Et on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais maintenant, c'est vraiment un combat qui est très fort pour nous, vraiment de faire monter en compétence les jeunes sur ce sujet et sur bien d'autres, parce que le sujet est beaucoup plus complexe que la seule cybersécurité. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler qu'on avait fait un épisode justement sur ce sujet-là. Exactement. On était allés ensemble dans une école pour sensibiliser. C'était une classe de CE1, donc vraiment des tout petits. Qui nous avaient scotché. Oui, tout à fait. Et on avait, donc c'est l'épisode, je crois que c'est l'épisode 20 qui était sorti en octobre dernier. Donc voilà, si vous voulez découvrir un peu plus les coulisses du travail de Diane, n'hésitez pas à écouter cet épisode. Alors pourquoi la GRC? Déjà, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Qu'est-ce qui t'a intéressé dès le début de ton parcours? Pourquoi ça t'a intéressé dès le début de ton parcours? Quelle a été la place du risque cyber à l'époque, quand tu t'es lancé dans ta vie d'étudiante, il me semble, à l'époque? Bon, alors pour recontextualiser un peu, moi j'ai fait des études de droit, mais alors très très dirigées, puisque je voulais devenir commissaire de police, donc tout a été orienté là-dessus. Et puis c'est les aléas de la vie. Il y a eu une réforme des corps et des carrières qui a fait qu'il y avait très très peu de place au concours. Et donc je me suis dit, si je ne compte que là-dessus, c'est un peu risqué. Et j'ai fait autre chose qui me plaisait bien, à savoir tout ce qui concernait l'intelligence économique, c'est-à-dire la sécurité économique et numérique des entreprises. Donc, je me suis lancée aussi dans tout un cursus sur la protection du risque informationnel. Et puis, c'est comme ça que j'ai atterri chez Thales, avec une mission bien particulière qui était de faire un lien entre la sécurité des systèmes d'information, comme on appelait ça à l'époque, et le concept de sécurité globale, c'est-à-dire ce qui permettait effectivement de traiter un peu tout ce qui s'affiliait à la sécurité, que ce soit des biens et des personnes, que ce soit la sécurité physique. Et Dieu sait que tout ça cohabite et a du sens et a beaucoup de cohérence. Donc voilà, je travaillais là-dessus. Et puis forcément, tout ce qui est GRC. Alors GRC, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est, donc ça veut dire gouvernance, risque et conformité. L'idée, c'est d'appliquer une démarche dans une entreprise pour continuer de produire ou d'innover, mais tout en s'alignant pour avoir un risque, là en l'occurrence cyber, le plus bas possible, tout en respectant également les réglementations et les lois qui vont bien, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Donc voilà, c'était une suite, on va dire, logique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la manière dont tu as vu la menace cyber évoluer depuis que tu travailles dans ce milieu-là et que tu évolues dans le milieu de la cybersécurité? Alors, déjà, il y a une première chose, c'est sûr qu'elle a nettement évolué. Enfin, depuis que on se numérise dans tous les sens, évidemment, elle évolue. Il y a une surface d'attaque bien plus importante aujourd'hui, mais j'ai envie de dire, c'est mathématique, puisque on se numérise de tous côtés, que ce soit à titre perso, professionnel, tous les éléments de la vie se numérisent. Donc, on a une menace qui mathématiquement est plus importante. Il y a aussi une professionnalisation de la menace qui est évidente. Il suffit d'aller écouter le panneau crime du Clusif ou bien tous les baromètres. On voit bien effectivement que c'est quelque chose qui se professionnalise. Mais aussi, c'est une menace qui est multiforme. On parle souvent de cybercriminalité, mais il n'y a pas que ça. Il y a du sabotage, il y a de la déstabilisation, il y a de l'espionnage. De l'espionnage, exactement. Donc, et ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est l'ANSSI qui en a fait ces catégories. Donc, voilà, c'est effectivement une certitude. Après, ce qui me gêne un peu, c'est toujours la surenchère dans notre métier. Je suis toujours un peu embêtée par ces chiffres
être toujours plus important. Tous les ans, on dit, mon Dieu, il y a de plus en plus de menaces et tout. Des milliards. Voilà. Et ça, je trouve que c'est très contre-productif. Et notamment, je le vois auprès des jeunes. Ça, c'est des choses qu'on ne dit jamais. Parce que ça fatalise la chose. Et les gens ils se disent, c'est comme ça les blase. Donc, attention à cette surenchère permanente contre laquelle je me bats. Bon, en tout cas, Diane, je trouve que tu as un parcours exceptionnel. Je le découvre en t'écoutant. Et je me pose la question de savoir si finalement, tu as commencé, tu disais que tu as par des études de droit, mais est-ce que tu dirais que la cyber c'était une vocation finalement pour toi ? Alors, ça, c'est une vraie question. Ça n'a pas tout de suite été une vocation. Moi, je me souviens de mon premier cours d'informatique au lycée. J'ai vu du MS-DOS sur mon ordinateur et je me suis dit, purée, plus jamais on ne me fera aller devant un ordinateur pour faire de l'informatique. Je trouve ça absolument affreux. Et puis les choses ont bien changé et j'ai retrouvé en fait dans la cybersécurité et notamment par mon travail et surtout par mon rôle associatif ce besoin que j'avais de faire de l'intérêt général, de faire des choses concrètes pour aider les gens et ça c'était hyper important pour moi. Et aujourd'hui avoir tout un plan d'attaque aujourd'hui pour sensibiliser les enfants. Parce que Dieu sait que c'est un sujet... Et je suis contente parce que c'est un sujet majeur, c'est un sujet sociétal vraiment important. Donc ça, c'est cool. Est-ce que tu t'attendais à ce que ce sujet prenne autant d'ampleur au fil des ans ? Très vite, oui. Très très vite. Pourquoi ? Parce que quand on est les deux pieds dedans et que on voit la façon dont ça évolue. Et puis moi, j'ai eu quand même une chance extraordinaire. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est que j'y connaissais rien du tout en cybersécurité, même en informatique. Et j'ai eu la chance chez Thales finalement d'être prise dans des missions où j'ai pu vraiment avoir une vraie prise de hauteur sur la cybersécurité, aller sur des projets où il y avait tout à faire. Donc vraiment une démarche de A à Z jusqu'à l'implémentation de la cybersécurité, jusqu'à la fin de la conception, jusqu'à l'implémentation. Et ça m'a beaucoup appris. Donc du coup, j'ai fait quand même un gros bond dans mon apprentissage. Et oui, très vite, et puis au contact des gens, tout bêtement. On se rend compte que c'est un vrai sujet. Moi, je passe mon temps avec des enfants, des ados et leurs familles. Donc on voit que c'est un vrai sujet. Et Diane, franchement, tu m'impressionnes. J'ai l'impression que tu es multicasquette. Tu es salariée dans le conseil, tu es engagée dans le milieu associatif. Tu disais tout à l'heure que tu étais chroniqueuse pour Alliancy. Je crois aussi on parlait tout à l'heure du fait que tu es formatrice aussi pour HS2. HS2, oui. Et du coup, j'ai envie de dire, mais est-ce que tu as envie de t'arrêter un jour ou surtout, quelles sont tes prochaines idées, tes prochaines envies, tes projets pour 2025 ? Alors, s'il y a bien une année où je vais pas m'arrêter, c'est bien 2025. On aime cette année, il se passe plein de choses. Oui, c'est effectivement, je poursuis effectivement aussi chez HS2 parce que c'est hyper important d'avoir toujours un pied dans le conseil et dans la formation. Et puis HS2, c'est quand même l'antre aussi de la cybersécurité. Hervé Schauer, c'est quand même un pilier. Donc je suis très honorée de faire partie de cette équipe de vrais passionnés. Et puis là, on est dans le dur de la cyber. Et ça, c'est important. Et puis oui, j'ai tellement de projets effectivement pour 2025 et surtout sur l'association parce qu'on a énormément de demandes. Et il va y avoir plein de projets en 2025 avec notamment de grosses évolutions puisque là, on aimerait bien faire un passage à l'échelle. On était un peu en mode amateur. Là, va falloir vraiment accélérer. Et l'idée, c'est de faire un changement déjà d'identité. Identité visuelle. Et puis, on va faire aussi une importante, donc ça, c'est un scoop. Hein. Vas-y, une importante on veut tout savoir. L'info exclusive sur le podcast. Une opération de crowdfunding parce qu'on a mis en route donc toute une feuille de route avec de gros projets, notamment de déploiement sur le territoire. On est en train de chercher donc des formateurs parce qu'aujourd'hui on ne peut plus assurer effectivement tous les ateliers qu'on nous demande auprès des établissements scolaires. Donc on va essayer de trouver un maximum de formateurs et puis de se lancer un énorme défi sur les 3 ans qui viennent là pour former énormément d'enfants sur tout le territoire. Avec des ateliers maintenant qui sont totalement éprouvés et dont on est très content parce que c'est ce que je vous disais un peu peut-être tout à l'heure. Protéger les jeunes finalement en ligne, c'est pas que de la pure cybersécurité. C'est un
tas de sujets autour effectivement du comportement. Ça va même plus loin que ça, c'est-à-dire sur tout ce qui concerne évidemment les fake news, c'est leur assurer aussi de leur expliquer, et ça on y tient, c'est vraiment un pilier chez nous, le modèle économique du monde cyber, pour leur expliquer que les réseaux sociaux, ça appartient aussi à des grosses entreprises qui ont aussi des intérêts. Pourquoi effectivement on a un modèle de gratuité, qu'est-ce que ça cause, comment ça fonctionne, pour leur expliquer un peu, leur ouvrir leur chakra, qu'ils ne soient plus que des consommateurs, ou voire pire, qu'on les considère aussi seulement comme des produits. Voilà, ça c'est vraiment notre ADN. Voilà. Donc tu veux les faire devenir des citoyens de notre monde numérique. Ah, c'est exactement ça. C'est exactement soit Engagés des gardiens et ou responsables. voilà, et surtout éclairés. Ça c'est vraiment un point important, c'est des citoyens éclairés sur le monde numérique et qui soient beaucoup plus autonomes. Et je me demande, cette initiative qui vraisemblablement est importante aujourd'hui, est-ce qu'elle est soutenue par le gouvernement ? Alors justement, ça fera partie aussi de nos ambitions, c'est-à-dire d'avoir une position doctrinale claire sur nos engagements, et puis de pouvoir en parler au pouvoir public. Alors, notre chance, et c'est pour ça aussi qu'on choisit ce moment-là, c'est parce qu'on sent bien quand même que le sujet de la protection des enfants a un écho aujourd'hui dans les pouvoirs publics. Il y a eu quand même, à la demande d'Emmanuel Macron, un rapport extrêmement important qui s'appelle Enfants et écrans à la recherche du temps perdu, qui a été fait en janvier 2024, qui est extrêmement important. Donc voilà, on sent bien qu'il y a une impulsion. Donc maintenant, il faut y aller. Bravo pour ton engagement. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais pour nos enfants. C'est gentil. Merci beaucoup Diane de nous avoir partagé toute ton expérience. Du coup, on va passer à toi, Chloé, si ça te dit. Alors Chloé, on se croise presque à tous les événements cyber depuis 1 an et demi à peu près. Maintenant, on s'était croisés aussi dans le cadre de l'initiative Cyberwoman de Microsoft France. Je me souviens que j'avais eu l'honneur justement d'être invitée pour parler de mon parcours de femme non aguerrie qui se lance dans la cybersécurité. Donc à l'époque, toi, Chloé, tu étais en pleine reconversion après avoir travaillé pendant 17 ans chez Microsoft France. Est-ce que tu peux nous partager cette expérience de reconversion ? Oui, alors effectivement, je me souviens de cet événement Cyberwoman Microsoft France comme si c'était hier. C'était déjà il y a 1 an et demi, où j'avais eu grand plaisir à t'écouter et à te rencontrer, puisque je suivais déjà tes podcasts. J'étais ravie de te rencontrer en chair et en os. Waouh. Et alors effectivement, mon expérience de reconversion. En fait, à vrai dire, c'est un terme que j'apprécie pas forcément. Cette notion de reconversion, puisque je trouve qu'elle, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elle évoque un petit peu un caractère linéaire de nos carrières, comme si nos chemins étaient tout tracés, et qu'à un moment donné, on ne sait pas vraiment pourquoi, pour un tas de raisons, on décide d'opérer un virage à 360 degrés, et donc on repart sur une feuille blanche, et on démarre quelque chose de zéro. Entièrement d'accord. C'est ce qu'évoque, en tout cas c'est ce que m'évoque la notion de reconversion, et finalement c'est pas ce que j'ai l'impression d'avoir fait. Parce que je pense qu'en 2025, plus que jamais, nos carrières, elles sont pas linéaires. Nos chemins ne sont pas tout tracés. On peut prendre des orientations différentes dans nos carrières, dans nos chemins professionnels. Et pour autant, on repart pas de zéro. Parce qu'on a acquis des compétences, des expériences, on a développé un réseau qui est un socle, finalement, de soft skills, de hard skills, qui contribue à créer notre identité, qui nous sommes, notre singularité. Et qui apporte de la valeur, quels que soient les nouveaux chemins professionnels qu'on peut prendre. Donc, plus qu'une reconversion en ce qui me concerne, je préfère parler d'évolution ou de transition professionnelle, puisqu'à vrai dire, je faisais déjà de la cyber chez Microsoft. Oui, c'est vrai, tu vas nous en parler. Parce que j'ai vendu les solutions de cybersécurité de Microsoft pendant quelques années, effectivement, à des clients grands comptes de différents secteurs d'activité. Et puis, effectivement, à un moment donné, alors c'est peut-être la crise de la quarantaine, l'inducteur... Mais à un moment donné... Il y a eu la crise de la trentaine avant, maintenant on a celle de la quarantaine. C'est pas... Ah, donc ça veut dire que je suis la plus vieille d'entre vous, en fait, c'est ça? Non, je disais que c'est un groupe de trentenaires qui s'était réunis pour créer un nouveau projet. Okay. Donc voilà, chacun son époque. Et en tout cas, effectivement, donc à un moment donné, dans mes pérégrinations dans la cybersécurité, qui n'était du coup pour moi pas une vocation, puisque vous l'avez compris, j'ai opéré pendant 17 ans chez Microsoft dans des fonctions commerciales. J'ai vendu les solutions de cybersécurité de Microsoft. Mais ça reste de la cybersécurité. Ça reste de la cyber, effectivement. Mais j'ai pas commencé dans la cyber. J'avais fait une école de commerce, je suis tombée dans la tech par hasard.
un peu comme Diane, moi l'informatique, les modes d'emploi, etc. C'est pas du tout ma tasse de thé. J'ai jamais pris plaisir à démonter un ordinateur pour savoir comment ça marche, perso. Et pour autant, j'ai été recrutée chez Microsoft. Donc, comme quoi. C'est fou, du coup, on peut travailler dans la cybersécurité sans coder depuis ces 5 ans et demi. Exactement. C'est incroyable. Et on peut même, on peut travailler dans la cyber, on peut travailler dans la tech, sans être un geek ou une geek. Donc, effectivement, moi, la tech et a fortiori la cyber, c'était pas une vocation, c'était pas mon chemin tout tracé. Et ça a plutôt été une opportunité. Une opportunité quand Microsoft a fait évoluer sa stratégie. Ils ont cherché des volontaires pour se lancer un peu dans l'aventure de la cyber Microsoft. Autant vous dire qu'à l'époque, les clients ne voyaient pas forcément Microsoft sur ce sujet-là. Donc, c'était une belle aventure. Et aujourd'hui, on les voit un peu partout sur le sujet. Donc, effectivement, les choses ont évolué. Toujours est-il que, effectivement, donc à l'aube de mes 40 ans, je me suis dit que j'avais envie d'appréhender la cyber de façon un peu différente que d'un point de vue purement technologique. Que vendre des solutions de cybersécurité, c'est bien. Effectivement, c'est déjà un premier pas dans l'évolution de sa posture de cybersécurité. Mais ça ne fait pas tout. Et en fait, quand j'ai quitté Microsoft et j'ai repris mes études, j'ai fait un MBA en cybersécurité, en fait, j'ai compris que je ne connaissais pas grand-chose finalement de la cyber quand je vendais des solutions de cybersécurité Microsoft. Il y avait tout un pan et plein d'activités de cybersécurité que je ne connaissais pas. Quoi, par exemple ? Alors, tu vois, tu parlais de GRC tout à l'heure. Gouvernance, risque et conformité, c'est typiquement moi, des sujets très amont dans les définitions des stratégies de cybersécurité, des analyses de risque, de la conformité réglementaire. Moi, c'est des choses que je ne voyais pas du tout à mon époque, à ce moment-là. Parce que moi, j'arrivais bien après, quand le client il avait compris qu'il avait besoin d'un EDR, d'un SIEM, d'un antivirus. Et donc effectivement, c'était vraiment des questions auxquelles je m'étais pas du tout, auxquelles j'avais pas du tout réfléchi. Et j'ai eu envie, du coup, d'apprendre la cybersécurité de façon différente, plus d'un point de vue du coup humain et organisationnel, parce que j'aime bien le triptyque de la cyber, vous savez, process, people and tools. Donc j'avais beaucoup fait les tools, les outils, les solutions technologiques chez Microsoft, et j'avais envie en fait d'appréhender plus la partie process et humain. Et j'ai l'impression que c'est ce que je fais aujourd'hui, parce que je me suis lancée dans le conseil il y a un peu moins d'1 an. Je suis senior manager en cybersécurité chez Bearing Point, qui est un cabinet de conseil en management et en technologie, et avec vocation de contribuer au développement de la practice cybersécurité en France. Et donc voilà, donc j'ai découvert plein de nouvelles disciplines, de nouveaux sujets dans la cybersécurité que j'appréhendais pas du tout chez Microsoft. Et mon MBA m'y a beaucoup aidé. Parce que pour le coup, dans le cadre de ce MBA, j'ai aussi appréhendé une dimension technique. J'ai fait du pentest, j'ai fait des CTF, j'ai fait des analyses de log. Et du virage à 180. Exactement. Du coup, aujourd'hui, c'est bon, tu sais démonter un ordinateur. Alors, toujours pas. Non, on m'a pas testé là-dessus, mais effectivement, j'ai à la fois appréhendé la cybersécurité d'un point de vue technique et opérationnel, et aussi dans une dimension beaucoup plus stratégique, voire même psychologique, avec toutes ces réflexions autour des biais cognitifs et comment les cybermalveillants aussi utilisent, via l'IA notamment, nos biais, puisqu'on le dit, si on doit donner quelques statistiques, c'est que plus de 80% des attaques réussies, elles se font par une intervention humaine finalement, donc on parle de l'humain en tant que maillon faible de la cyber. Et moi, j'aime l'idée que l'humain peut être le maillon fort, en fait, et le meilleur rempart. Et pour ça, effectivement, je trouve ça assez intéressant d'essayer de comprendre un peu comment nos cerveaux fonctionnent et comment on peut aussi être un peu plus aguerri, notamment face à l'expansion de l'IA, pour éviter de se faire piéger à tous les coups. Et j'ai envie de dire, même nous, en tant qu'expertes, entre guillemets, parce que là aussi, on pourrait débattre sur la notion d'expertise en cybersécurité. Mais je pense que voilà, même les plus experts d'entre nous pourraient aussi se faire piéger. C'est un sujet absolument passionnant en plus. Et c'est voilà. Donc j'ai fait aussi des neurosciences dans le cadre de mon MBA de la cyberpsychologie. Voilà. Super intéressant. Merci Chloé pour ce retour d'expérience sur ton évolution. Et du coup, aujourd'hui, en quoi consiste ton travail aujourd'hui ? Quel type d'entreprise tu accompagnes en conseil en cybersécurité ? Alors, plutôt des clients grands comptes, du secteur privé, secteur public, tout type de secteur d'activité. Principalement donc, dans les activités GRC, donc gouvernance, risque, conformité, en résilience,
puisqu'évidemment, le sujet, vous l'avez bien compris, maintenant, c'est plus de te dire quand on va se faire attaquer. Enfin, est-ce qu'on va se faire attaquer, mais quand ? Pardon. Donc évidemment, on accompagne beaucoup nos clients pour s'y préparer. Et aussi une dimension sensibilisation importante. Encore une fois, on revient à la dimension humaine qui est primordiale et qui doit nous permettre aux organisations de continuer à évoluer dans leur niveau de maturité. Une fois qu'elles ont mis en place tous les outils qui vont bien, et bien voilà, l'étape supplémentaire, c'est de réfléchir un petit peu à la dimension plus culturelle et organisationnelle pour améliorer sa posture. Et c'est d'ailleurs le sujet que j'ai adressé dans mon mémoire de recherche dans le cadre de mon MBA, qui traitait vraiment de la gouvernance et de la culture d'entreprise. Et finalement, comment les entreprises peuvent ou doivent se transformer de façon plus structurelle pour faire face aux risques de cybersécurité. Et donc, dans mes travaux de recherche, j'ai un peu planché sur la position de la fonction cybersécurité dans les organisations, l'évolution du rôle du directeur de la cybersécurité, et voilà, avec des réflexions autour de la convergence entre la sécurité. Tu veux pas venir avec moi voir les enfants ? Je trouve que tu as un très bon profil. Alors, tu sais que j'ai fait des choses aussi pour les enfants. Podcast, ouais. J'aime beaucoup. Mais oui, donc des sujets de convergence entre la sécurité physique, dite la sûreté, et la cybersécurité. Et puis aussi toute la dimension autour du trust, de la confiance, où on voit que finalement, la cybersécurité, c'est une des composantes de la confiance pour nos clients, que ce soit la confiance de leurs différentes parties prenantes, internes ou externes, au même titre que la conformité, que l'éthique, que le RSE. Donc voilà, donc j'ai un peu planché sur tous ces sujets-là, et en n'étant pas du tout experte, j'ai aussi cherché à développer mon réseau. Et j'ai sollicité beaucoup d'experts du marché, de l'écosystème, pour m'éclairer et m'aider à avoir une réflexion constructive sur ce sujet-là. Donc, tu me demandais mes projets. Je sais que tu allais y venir. Parce que tu sais que j'ai toujours des projets et j'ai toujours des idées. Et évidemment, en ce début d'année 2025, autant te dire que je suis à fond sur mes projets de l'année. Et puis ça s'entend, hein, t'es hyper enthousiaste. Ça s'entend que là, t'es lancé. T'as l'air bien lancé en tout cas. Alors, en fait, ils sont nombreux, mes projets cette année. Le premier, c'est que j'aimerais du coup faire publier mes travaux de recherche. Et donc, parce qu'encore une fois, ils ont aussi vocation à démocratiser la cybersécurité, à la rendre plus accessible. Et puis encore une fois aussi essayer d'adresser ce sujet de la gouvernance et de la transformation structurelle des organisations qui est finalement assez peu appréhendé, assez peu publié en France aujourd'hui. Je vous invite à chercher des livres sur la cyber sur Internet, et vous allez trouver beaucoup de choses sur les crises, comment on gère les crises de cybersécurité. On va trouver beaucoup de choses sur le hacking éthique, les pen testers, enfin c'est très trendy tout ça. Mais la cyber, ça n'est pas que ça. Et a fortiori, quand on réfléchit à ces sujets plus profonds d'organisation, de culture, comment on développe la culture cyber dans les entreprises, et comment ce rôle de responsable de la cybersécurité va évoluer dans les années à venir, et comment on fait en sorte que la cyber ne soit plus silotée finalement à cette fonction cybersécurité, mais qu'elle soit l'affaire de tous dans les organisations. Et finalement, il y a assez peu d'écrits, en tout cas en France, sur ce sujet-là. Donc ça me plairait de contribuer un peu à ces réflexions. Donc ça, c'est le projet numéro 1. En l'occurrence, c'était le sujet des GSDES cette année. Et Dieu sait qu'il y a des choses à dire. Donc, c'est un excellent sujet. C'est un excellent sujet. Ouais, écoute, merci. Alors, c'est peut-être grâce à tes écrits et à tes recherches qu'on pourra enfin switcher de la fonction RSSI à la fonction CISO en France. Exactement. Mais parce qu'effectivement, tu vois, rien que dans la terminologie, on a toujours tendance à dire RSSI, alors qu'en fait, effectivement, le CISO, c'est plutôt le directeur de la cybersécurité que le RSSI. Mais ça pose plein de questions. Ça pose aussi surtout la question de la fonction cyber à la DSI, et comment on fait pour sortir justement d'une vision purement technique et technologique de la cybersécurité quand c'est une fonction qui est intrinsèquement hostée, hébergée dans les équipes IT de la DSI. Clairement, effectivement, en termes de posture, il convient aussi de passer par ces évolutions organisationnelles pour que la cyber, plus que jamais, soit considérée comme elle doit l'être, comme ce qu'elle est, c'est-à-dire non pas un risque IT, mais un risque business, un risque stratégique, avec des enjeux opérationnels, financiers, réputationnels, etc. Voilà, vous êtes toutes convaincues autour de la table, j'en suis sûre. Tout à fait. Mais en tout cas, pour finir sur le projet, parce que Leslie, tu m'as évidemment énormément inspirée sur tes podcasts. Je vois le truc venir. Tu vois le truc venir.
Donc j'appartiens Un à projet l'association podcast. du CEF6, comme un certain nombre d'entre nous autour de cette table. Donc le Cercle des femmes de la cybersécurité. Et puis dans ce cadre-là, j'ai accepté de reprendre l'animation des podcasts du CEF6. Donc Bravo. Félicitations. Iman, tu as inauguré le podcast parce que tu es la première, Oui, je crois, tout à à avoir fait. été Premier interviewée. épisode. Alors absolument, j'ai même introduit l'idée à Manon et voilà. Nassira. C'est un projet qui était en réflexion, c'était une réflexion et puis j'avais dit oui, je lève la main, je peux le prendre, je peux le faire en apportant quelques guidelines, etc. Et puis hélas, ça n'a pas pu aboutir pour diverses raisons, mais c'est merveilleux, je suis absolument ravie d'apprendre que tu prends Je la reprends suite. le flambeau, C'est exactement. Donc j'ai eu l'honneur d'être interviewée moi-même sur le dernier épisode là en fin d'année. Et du coup là, je passe de l'autre côté du micro et je vais tâcher encore une fois de donner la parole à tous ces talents féminins de la cybersécurité. Magnifique. Bravo Chloé. Bienvenue dans l'aventure des podcasteurs. J'ai pas fini de te demander des conseils, Leslie. On reste en contact dans tous les cas. Et comme tu le disais, l'écosystème est hyper soudé. Hein, tu vois, tu disais, tu es allé chercher de l'aide, des conseils auprès de professionnels de la cybersécurité. Puis c'est un peu là ce qu'on essaie de montrer aussi dans ce podcast, c'est qu'on se croise toutes, on se connaît toutes de près ou de loin. Et en fait, on est toutes là les unes pour les autres pour s'entraider dans le développement de nos projets. Donc ça, c'est super chouette. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à des personnes qui aimeraient alors j'ai pas envie de dire se reconvertir. Voilà, c'est ce que je sais que tu allais le dire. C'est plus fort que moi. Opérer leur transition vers un métier de la cybersécurité, comme tu l'as fait. Oui, alors, des conseils, on pourrait en donner plein. Moi, déjà, j'ai une citation qui me guide, que je pourrais vous partager. C'est une citation de Mark Twain, que vous connaissez probablement, qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et je pense que le « elles ne savaient pas que c'était impossible, alors elles l'ont fait », ça existe aussi. C'est pas mal. Donc, on pourrait se la réapproprier. Et je pense qu'effectivement, quand on a des projets, quand on a des ambitions, quand on a des rêves, souvent, c'est nous-mêmes, en fait, la première barrière. On se met beaucoup de freins sur notre capacité à réaliser ces projets, à atteindre nos rêves, nos ambitions. Donc, je dirais, la première chose, c'est de faire un peu ce travail sur soi, pour ne pas se mettre de limites. Sky is not de limite. On s'est vu avec Iman à un événement récemment où la thématique, c'était Sky is not de limite. Et donc, effectivement, ce serait le premier conseil. Et le deuxième, et je m'arrêterai là, et peut-être que vous avez d'autres aussi idées à partager, mais je dirais s'entourer. J'ai fait, en tout cas dans mes jeunes années, j'étais quand même quelqu'un d'assez, je dirais pas solitaire, mais en tout cas, je me disais, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et je comptais sur moi-même pour atteindre mes objectifs et réaliser mes ambitions. Et au final, je sais pas, les années aidant, la maturité aussi, probablement, l'expérience, je me rends vraiment compte que seul, on va peut-être plus vite, mais à plusieurs, on va beaucoup plus loin. Et effectivement, s'entourer, ça me semble être vraiment quelque chose de primordial. Et a fortiori dans la cybersécurité, ça me permet de reboucler sur la notion d'expertise. Je pense que c'est un terme qui est un peu galvaudé de se dire expert en cybersécurité, parce que c'est un sujet, qui évolue tellement vite que nos cerveaux n'auront jamais la même vitesse que l'IA pour appréhender tout ce qui se passe et les choses qui évoluent aussi rapidement. Et surtout, encore une fois, les disciplines de la cybersécurité sont tellement vastes qu'on ne peut pas du tout toutes les maîtriser. Et donc, d'aller chercher cette expertise ailleurs, dans l'écosystème, ça me paraît vraiment hyper important et nécessaire. Et comme tu le disais, et je l'ai vraiment éprouvé dans le cadre de mon MBA, c'est que tous les gens que j'ai toujours pu solliciter ont toujours répondu présent pour aider, pour partager. Parce que je pense que s'il y a bien quelque chose qui est vrai dans le monde de la cyber, c'est qu'effectivement, c'est une grande communauté et on sert tous une cause commune qui est celle de concourir à rendre notre monde plus sûr. Donc, Mais c'est pas seulement de la maturité. Je pense aussi que bizarrement, c'est quand on commence à avoir confiance en soi. Ah, tu crois? Ouais. Qu'on peut se permettre qu'on a la demander capacité de l'aide. d'aller demander de l'aide. Ouais, je pense. Ouais, c'est intéressant. Alors, je sais pas, Iman, tu as peut-être d'autres conseils aussi à partager?
Alors absolument, j'en aurais quelques-uns d'ailleurs, les tiens sont super. J'aurais peut-être commencé par les tiens et dans l'ordre que tu as utilisé. Je dirais aussi de se former parce que évidemment on peut bien s'entourer, avoir un réseau, etc. Si on ne se forme pas, parce que malgré tout il y a des principes qui restent essentiels, il s'agit de les comprendre pour ensuite les mettre en œuvre de la meilleure manière qui soit. Donc oui, formez-vous et restez peut-être d'un point de vue franco-français, de rester au courant de tout ce qui va être inhérent à la réglementation, parce que c'est un socle qui est fondamental en France, en Europe de manière générale. Après, on est pour, on est contre, petit astérix, rapport Draghi. Enfin, c'est un autre sujet, mais oui, se former en permanence. Mais j'adore ton conseil parce qu'effectivement, mais dans la cyber comme ailleurs, on est vraiment dans une démarche, je pense, d'apprentissage continu, en fait. Et c'est ce qui fait aussi la richesse de nos métiers, dans la cyber ou dans la tech plus largement. C'est justement, on coche, je pense, jamais la case de l'expertise et qu'on est vraiment dans une démarche où on apprend tout le temps, tous les jours. Et on a encore beaucoup de choses à apprendre, d'ailleurs, je crois. Entièrement d'accord. J'irais même plus loin. Je pense qu'il faut vraiment s'obliger aussi à prendre de la hauteur sur ces sujets, à voir les enjeux. Et moi, je le constate vraiment dans les établissements scolaires. Pourquoi la cyber n'attise vraiment pas les foules, hein, je tiens à le dire, hein. Ni filles, mais ni garçons non plus. Voilà, il est quand même un peu là le problème. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une image tellement pauvre de la cybersécurité, déjà dans sa représentation du professionnel de la cyber, toujours la même image. Et puis, tu parles du geek à capuche, là ou... Voilà, par exemple. Celui qui est dans sa cave. Alors parfois, ça va même plus loin, c'est vraiment quelqu'un qui est toujours devant son ordinateur, qui fait pas finalement, qui voit personne. Qui est associable. Associable. Et ça, je trouve que ça fait beaucoup de mal. Alors quand on commence à leur parler d'enjeux sociétaux, quand on commence à prendre de la hauteur, quand on parle géopolitique, là tout de suite, on voit les yeux qui pétillent beaucoup plus. Et je pense que c'est ça aussi qui manque, par exemple, dans les programmes scolaires, hein, c'est cette hauteur-là. On ne voit que la discipline cyber au sens discipline informatique ou technique, et ça n'attise pas du tout les foules, ça suscite pas du tout de l'envie. Donc je pense que nous tous, même quand moi j'en ai ressenti le besoin, c'est de prendre de la hauteur et de voir que finalement on contribue à quelque chose de plus grand que nous. Et ça, c'est important de le dire. Je suis absolument d'accord, et je pense que de par la pénurie de talent qui est alarmante et criante partout dans le monde d'ailleurs, les pouvoirs publics se sont rendus compte et exercent aujourd'hui ou tentent d'exercer un soft power en introduisant ou en rendant ce métier de la cybersécurité peut-être sexy aux yeux du grand public à travers certaines séries et certains films qu'on voit aujourd'hui qui commencent à faire leurs entrées dans les box-office en mettant en exergue ou en mettant l'accent sur « Ah oui, la cyber, c'est un risque qui est systémique et qui peut attirer peut-être des personnes d'horizons différents dans sa pratique. » Mais je pense que, on dit souvent que nos jeunes, ils ont envie d'avoir du sens, de donner du sens à leur carrière et avoir de l'impact. Et du coup, effectivement, je pense qu'on peut vraiment faire le lien sur les métiers de la cybersécurité, parce qu'on peut exercer une activité qui a du sens et avoir de l'impact en faisant de la cyber, évidemment, pas uniquement en faisant du développement durable pour sauver la planète. On peut aussi sauver notre monde numérique en agissant au quotidien en matière de cybersécurité. Donc je pense que moi, je suis optimiste. J'ai envie de croire que grâce à tout ce que tu vas faire, Diane... nous toutes et nous tous. Et on va passer à toi, Iman. Donc, Iman, je suis absolument ravie de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Déjà, tu es, je dis toujours, mon étincelle dans le monde de la cyber. Sans toi, je n'aurais jamais remporté le trophée du CEF6 cette année. Tu as toi-même été élue femme cyber espoir de l'année 2023. On va en reparler, bien sûr. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter? On veut en savoir plus sur toi aussi. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours? Comment est-ce que tu es arrivée dans le monde de la cybersécurité? Alors d'abord, Leslie, merci de m'avoir invitée à ton podcast. Tu sais très bien que je te suis depuis longtemps, avant même de t'avoir rencontrée en personne. Je suis très flattée par cette introduction que tu fais à mon égard, qui me touche beaucoup. Ouais, sache que tu es ma petite étincelle aussi de la cyber et que je t'écoute beaucoup en voiture notamment. Donc très heureuse d'être là.
Pour revenir sur mon parcours, un peu comme les filles, j'ai pas disons que j'ai pas le parcours classique d'ingénieur en informatique ou en cybersécurité. Ah bah, on est 4 ici apparemment. C'est merveilleux comme quoi. J'ai moi-même étudié les sciences politiques, le droit. Je me suis spécialisée en stratégie militaire et en vente d'armes et de biens à double usage. Et puis, j'ai travaillé plutôt en accompagnement d'entreprise sur des sujets de sécurité de défense, en les accompagnant sur de l'analyse de risque, de la gestion de crise, de la conformité réglementaire. Et c'est ainsi que je me suis rendu compte, ou que j'ai découvert que la cybersécurité, en réalité, c'était un enjeu de résilience absolument central pour les organisations. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que je me suis retrouvée là-dedans. Aujourd'hui, je travaille chez SIA Partners, qui est un cabinet de conseil en management et en stratégie. Et je fais partie des équipes CYB, cybersécurité et protection des données. Alors, on vient de changer notre branding. Nous ne sommes plus SIA Partners, nous sommes SIA. Donc ça, c'est pour la petite Merci parenthèse. Pour l'update. Et j'accompagne, comme Chloé, plutôt des grands comptes de secteurs, de différents secteurs, tous secteurs confondus. En ce moment, particulièrement des organisations du secteur financier sur des sujets de mise en conformité au règlement DORA, n'est-ce pas, le fameux. Alors justement, tu parlais tout à l'heure de la nécessité de se tenir au courant des évolutions réglementaires. Comment est-ce que justement NIS2 ou DORA impactent ton travail au quotidien pour accompagner les entreprises ? Alors, on l'a dit tout à l'heure, c'est ce socle réglementaire va venir donner le là en ce qu'il va introduire des exigences auxquelles nous ne pourrons déroger. Le régulateur a été clair et ferme, notamment en matière concernant le règlement DORA. S'agissant de la directive Nice, effectivement, c'est l'État français qui l'a fine-tuné, si je puis dire. Ça impacte dans la mesure où il faut prendre en compte tout cela, autrement on risque d'être sanctionné. Et puis, si l'on souhaite atteindre le niveau de résilience introduit par tout ce socle juridique, eh bien, il faut se mettre en ordre de marche. Et donc toi, tu accompagnes les entreprises pour comprendre la législation et se mettre en conformité pour éviter justement les sanctions et surtout devenir plus résilient face aux risques cyber. Absolument, Ouais. on peut les accompagner de bout en bout. Alors là, c'est entré en vigueur, donc on n'en est plus à expliquer, quoique évidemment l'effort pédagogique est toujours là, de par la pluralité des interlocuteurs, les imbrications qui peuvent être complexes, notamment s'agissant de grandes institutions financières. Donc oui, il y a cet effort pédagogique-là, on explique, on accompagne dans l'élaboration de stratégies, dans l'élaboration de feuilles de route, leur mise en œuvre. Et alors, on est très intéressés parce que moi, je t'ai découvert effectivement à cette soirée des trophées où tu es devenue la femme espoir de la cyber. Qu'est-ce que ça t'a... Alors déjà, pourquoi tu t'es présentée à ce trophée et puis, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Je dirais presque, c'est une jolie question. Ça rejoint un peu ce que tu as dit tout à l'heure lorsque tu parlais de confiance en soi. Je pense que j'étais arrivée à un moment de ma carrière où je me suis dit, ce que je fais, c'est pas mal et pourquoi pas le mettre en avant. Donc c'est arrivé un petit peu comme ça. Ça a cheminé dans mon esprit tranquillement et je me suis dit, d'accord, je vais raconter mon parcours et puis adviendra que pourra. Et j'étais très heureuse de gagner ce trophée-là. Ce qui m'a apporté énormément de choses. D'abord la reconnaissance d'un travail de longue haleine et puis peut-être de gagner encore plus cette confiance en moi. Puis ensuite, ça m'a permis aussi, et grâce au CF6, de recevoir
pas mal d'invitations à participer à différents événements. J'ai pu, au gré de ces interventions, peut-être m'aiguiser à cet exercice-là et derrière de répondre par la positive à plusieurs autres invitations que j'ai pu recevoir et de là, je ne me suis plus arrêtée. J'ai enchaîné des interviews, des articles de journal, la participation à des forums internationaux. Donc ça a été un tremplin pour des très belles choses pour lesquelles je dis merci au CF6 et oui, voilà. Et il me semble d'ailleurs, Iman, pour te suivre aussi sur les réseaux et dans toutes tes activités, que tu es assez présente, que tu parlais d'événements internationaux en Afrique. Je crois que tu as été nommée récemment, dis-moi si je ne me trompe pas, dans les profils 40 under 40 du Maroc, c'est ça? C'est exact. Excellent, félicitations. Donc ça aussi, c'est un petit trophée, bravo. non? Merci infiniment. C'est un grand. C'est clair. Oui, c'en est un grand. C'est une très grande fierté. C'est une très grande fierté d'abord parce que le Maroc, c'est le pays qui m'a vu naître et grandir. J'ai la plupart de mes attaches familiales là-bas, donc pour moi, c'est une reconnaissance immense. Et puis, lorsqu'on voit le tableau de ces 40 talons dont je fais partie, on se sent vite très humble et on se sent vite très petit, puisque vraiment, c'est les talents qui ont été mis à l'honneur ont des parcours absolument incroyables, des parcours de vie, des parcours professionnels très impressionnants. Donc, je suis absolument heureuse et fière de faire partie de ce classement. Et évidemment, je n'y suis pas arrivée toute seule. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est lorsque j'ai appris à lever la main, à demander de l'aide, à avoir des gens qui me poussent derrière, qui font presque du lobbying, c'est un grand mot, mais qui sont aussi un relais de ce que je suis. C'est important. Ouais. Et du coup, tu portes des engagements particuliers, que ce soit au Maroc ou en Afrique, d'une façon générale, en matière de cybersécurité? Alors oui, dans la mesure où de toute manière, dans les entreprises dans lesquelles j'ai pu travailler par le passé, je pense à Deloitte ou à Accenture, j'ai eu des missions en Afrique, j'en ai fait plusieurs, donc oui, pour moi la résilience du continent africain, je l'ai pratiquée. Sa résilience ou c'est son niveau de maturité cyber que je connais un petit peu. Et par ailleurs, je suis également engagée dans des associations. Je fais du mentorat en Afrique. J'écris aussi des articles pour des journaux locaux. Donc oui, j'essaye d'avoir cet engagement-là et puis des projets qui vont certainement fleurir très prochainement. Et justement, en parlant de projets pour 2025... c'est à ton tour de passer sous le grill. Est-ce que tu as des projets à venir que tu aimerais nous partager ici ? J'en ai plein et certains sont encore un petit peu confidentiels, donc j'en dirai pas plus. Roulement de tambour, n'est-ce pas, pour une prochaine fois. Mais en revanche, peut-être à court terme, vous dire que je vais participer à pas mal d'événements, à pas mal de forums internationaux. Dans le prochain, ce sera le forum sur l'intelligence artificielle qui aura lieu à Cannes la semaine prochaine. Donc très heureuse d'intervenir dans une table ronde à cette occasion-là. Et puis, aussi des collaborations universitaires. Alors, Leslie, toi, tu le sais, mais peut-être pas tout le monde. Je suis également enseignante en cyberstratégie et réglementation à l'université Paris-Cité. Et donc, l'idée, c'est d'étendre, on va dire, ce périmètre-là à l'Afrique également pour participer à cet effort de formation des jeunes talents africains. Super, on a hâte d'avoir la suite alors. Ce sera avec plaisir. Diane, tu veux... Non mais je vois qu'on était toutes faites pour se rencontrer. Quand tu me parles du Maroc, moi ça me rappelle évidemment mes débuts chez Thales, puisque tout ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les grandes opportunités, ces missions que j'ai eu la chance de suivre, c'était justement en Algérie. Donc sur ce Maghreb qui regorge effectivement d'opportunités hyper intéressantes, des super beaux projets. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire
Moi, j'en garde un souvenir excellent. J'ai fait quelques missions aussi au Maroc, Très bien. moins, mais voilà, effectivement, et c'était un très très beau souvenir. Ah bah, j'en suis ravie, Pour en parler. Eh ben, merci beaucoup pour vos retours d'expérience sur la cybersécurité hors les murs. Mais écoutez, il nous reste 5 minutes pour cet épisode. Et ces 5 minutes, je vous les offre pour me poser des questions si vous le souhaitez. Et puis après, on conclura ce superbe épisode ensemble. Alors moi, j'ai une question pour toi, Leslie. Vas-y, Chloé. Comme ça a été un peu tout notre cas, on peut dire que la cyber n'a pas forcément été une vocation pour toi non plus. Non, pas vraiment. Mais plutôt que de te demander ce que tu aimes dans la cyber, j'aimerais bien te demander ce que tu n'aimes pas dans le milieu de la cyber. Elle est bien cette question, non ? Ce contre quoi je lutte depuis mes débuts dans le monde de la cybersécurité. Il y a vraiment une chose, mais en plus on l'a déjà évoqué dans cet épisode, évidemment les codes visuels et narratifs, faut pas les oublier non plus. Qui gravitent autour de tous ces métiers de la cybersécurité. Donc, le mec ensuite à capuche, etc., c'est une chose, mais aussi toute cette manière d'en parler de manière si technique que en fait, c'en est excluant pour ceux qui ne sont pas de ces métiers-là. Et c'est vrai que du coup, c'est pas attirant parce qu'on a l'impression qu'on va jamais réussir à comprendre tous ces termes techniques, tous ces acronymes, à s'intégrer, à pouvoir avoir une discussion avec un expert en cybersécurité. Et en effet, c'est ce que j'ai essayé de prouver avec le podcast, de montrer que moi qui n'y connais rien à la base, bon maintenant ça va un petit peu mieux évidemment, mais en fait même quand on n'y connaît rien, on peut avoir une discussion avec un grand expert de la cybersécurité autour d'un micro pendant 1 heure. C'est possible. Et en plus, je le répète encore et on le répète tout au quotidien, la cyber c'est l'affaire de tous, ça concerne tout le monde, on a tous un ordinateur, on a tous un téléphone, donc on est tous exposés aux risques au pluriel du numérique. Et donc, il faut arrêter avec ces images d'introversion, d'exclusivité, de complexité autour de la cybersécurité. Il faut la rendre accessible à tous. Et il en va évidemment de l'intérêt de nos sociétés et de nos démocraties. Super, mais tu vois, tu as parfaitement bien répondu à cette question. T'as une autre question piège, Chloé? Non, mais je vais laisser la main à Diane pour la prochaine question piège. Alors, est-ce que tu as envie de rester dans la cyber et pour combien de temps? C'est une bonne question aussi parce que c'est vrai que j'ai changé pas mal de secteurs d'activité parce que comme je fais du marketing et de la com, en fait je peux travailler dans tous les secteurs. Tu aurais peut-être envie de te reconvertir, Leslie, c'est ça? Ouais, du coup j'en ai déjà fait pas mal là des reconversions, mais en effet là je pense que j'ai trouvé quand même un secteur d'activité dans lequel je vais rester encore un petit moment. Moi ce que je cherchais c'était surtout un milieu dans lequel j'allais pas m'ennuyer. Ah bah je peux vous dire que là on est bon dans la cyber, vous l'avez dit plusieurs fois, tout évolue très très vite. Et même, je n'arrive pas à me tenir au courant de tout ce qui se passe. Je vois toutes les infos tout le temps. Je vois mon feed LinkedIn avec des nouvelles infos sur l'intelligence artificielle, sur la cyber tous les jours, en fait. Et c'est impossible d'aller creuser dans le détail chaque sujet, d'avoir un avis sur chaque sujet, d'être au courant de tout ce qui se passe. Donc voilà, je sais que là, c'est bon. Je suis sur un sujet dans lequel je ne vais jamais m'ennuyer. Et puis, un sujet passionnant avec un écosystème bienveillant, soudé. Et ça, c'est très important pour moi. Et donc oui, la cyber pour un petit moment encore. Donc, longue vie à Leslie dans la cyber, dans le monde de la cyber. Longue vie au podcast. Et je me demandais, Leslie, est-ce que dans cette même veine d'évangéliser les auditeurs à ces thématiques de cybersécurité, est-ce que tu ne penserais pas peut-être agrandir tes chakras et t'intéresser à d'autres sujets qui sont aussi impressionnants que la cyber? Je pense notamment à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, de fait, commence à questionne énormément la cybersécurité, le monde de la cybersécurité. D'ailleurs, j'ai animé récemment une table ronde sur la cybersécurité au défi de l'intelligence artificielle il y a quelques temps. Et on comprend vraiment que les deux sujets sont complètement imbriqués et complémentaires. Et de toute façon, même au-delà de la cybersécurité, je pense que nos vies et nos sociétés vont être vraiment complètement transformées, sont en train d'être transformées complètement par l'intelligence artificielle et qu'aujourd'hui, il faut penser notre avenir avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. On n'a pas le choix. C'est vrai qu'au début, je ne voyais pas cette transformation arriver et là, depuis quelques temps, je la sens vraiment. J'utilise aussi beaucoup plus l'IA au quotidien dans ma vie professionnelle et tout continue d'aller toujours plus vite.
C'est assez vertigineux. Et en effet, beaucoup de sujets à traiter à l'avenir dans ce secteur-là aussi. J'ai très hâte de t'écouter sur ces sujets. Merci beaucoup, Iman. Et Leslie, est-ce qu'on va se retrouver au FIC cette année? Alors, du 1er au 3 avril 2025 à Lille. Alors oui, petit disclaimer, oui, je serai au FIC cette année, les 3 jours. Et j'ai prévu de belles interviews sur place. Je laisserai la surprise et j'animerai notamment une table ronde sur les talents dans la cybersécurité. Donc on va revenir, je pense, sur tous ces sujets de formation, de pénurie de talents, comment attirer les talents, etc. Excellent. Donc rendez-vous au FIC avec grand plaisir. Et ben, on aura l'occasion de s'y revoir. Ah, super. Oui. J'ai hâte. Vous y serez aussi toutes les 3, j'imagine. Évidemment. Et ben, j'ai trop hâte de vous retrouver aussi. Écoutez, c'est parfait. C'est la fin de cet épisode. Merci infiniment à toutes les 3 pour vos partages d'expériences si précieux qui vont, je l'espère, permettre à d'autres femmes et hommes, bien sûr, de se lancer dans ces métiers de la cybersécurité qui sont encore trop souvent perçus comme techniques, comme on le disait. Alors que vous l'avez entendu dans cet épisode, on peut devenir un ou une professionnelle de la cybersécurité sans avoir jamais écrit une ligne de code. Et comme vous le voyez, nous ne sommes pas tous des geeks, ensuite à capuche qui mangent des pizzas dans le noir. À toutes les 3, je vous souhaite de belles carrières dans la cybersécurité et je vous dis à très vite dans le monde de la cyber. Merci. Merci Leslie. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.